Allez, salut les enfants. Comment vous vous portez? Bien, tonton. Bon, d'accord. Écoutez, je cherche d'urgence votre mère. Elle est là? Elle est sortie. Ok. Il y a quoi? Il se passe quoi là? C'est gagnant. C'est qui? Gagnant. Et c'est qui gagnant? Gagnant, c'est le fils du riche commerçant Gaudin D. Oui. Il est l'actuel ministre d'État. Oui. Il est géant et robuste. Il a 2 amis pareils. On est foutu. C'est perdu d'avance. On n'est plus rien. Attendez, je ne vous suis pas là. Pourquoi vous êtes foutu d'avance? Gagner, c'est qu'ils nous ont assuré des filles. Surprenez-nous. Sur quoi? Surprenez-nous. Et c'est quoi ça? C'est un jeu qu'on a inventé à l'école où tout est permis. L'équipe adverse vous lance un défi et vous êtes capable de le faire, quel qu'en soit le cas. Oh, gagnant, lui. C'est ça qu'ils sont riches, forts et forts physiquement. Donc, si je comprends bien, dans votre tête, vous êtes foutu d'avance. T'avais tout compris, oncle. Et si je vous disais que c'est faux? Comment ça? Ah oui. Écoutez, cher enfant, votre position sociale ou votre apparence physique ne définit pas systématiquement votre réussite ou votre échec. Ah bon? Laissez-moi vous raconter cette histoire. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Autrefois, pendant la saison froide chez nous, les animaux comme les hommes coupaient du bois pour se réchauffer. Cette année-là, il faisait vraiment froid. Tellement froid que les oiseaux du ciel n'arrivaient même plus à voler. Tellement froid que les animaux arrivaient difficilement à sortir de leur case et leurs pattes étaient posées au sol pendant une bonne partie de la journée. Un jour, Golo le singe alla voir Samba le forgeron et lui dit: Samba, vite, fais-moi une hache, je n'en peux plus, il fait tellement froid. Aussitôt, Samba commença le travail. Quelque temps après, arriva Bouki la hyène et il dit à Samba: Samba, fais-moi une hache. Alors Samba lui dit: J'aimerais bien te faire cette hache, mais il y a un problème. Lequel? Retorqua Bouki la hyène. Il se trouve que Golo, le singe, a déjà commandé la hache et il semblait très pressé. Bouki la hyène dit: Écoute, si Golo le singe revient ici, dis-lui que c'est moi, Bouki la hyène, qui veut la hache d'abord. Quand Golo le singe revint pour voir l'avancée des travaux, Samba le fit savoir le message de Bouki la hyène. Et il eut peur et s'empressa de partir et dit à Samba: Dans ce cas, fais-la lui d'abord. Arriva Djanta le lion, qui à son tour commanda la hache. Je veux bien te faire la hache, dit Samba,
Mais la hache que je travaille là, Boki la hyène l'a déjà commandée. Écoute, dit Janta. Si Boki la hyène revient ici, dis-lui que c'est moi, Janta, le roi lion, le roi de la jungle, qui a commandé la hache. Et je veux ça d'abord. À son retour, lorsque Janta écouta le message de Niel l'éléphant, il déterla et cria en disant à Samba, dans ce cas, fais-la lui d'abord. Lorsque Samba releva la tête pour voir courir de loin Janta, il vit venir le coq. Une fois dans la case, le coq dit à Samba, Samba, fais-moi une hache. C'est impossible, lui dit Samba. Et pourquoi cela? Reprit le coq. Parce que Niel l'éléphant a déjà commandé la hache. Samba, si Niel l'éléphant revient ici, dis-lui que c'est moi le coq qui veut la hache. Étonnant, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et lorsque Niel l'éléphant revient pour prendre sa hache, Samba lui fit savoir le message du coq. Furieux, Niel l'éléphant écarta ses pattes et déposa sur le sol un gros tas de crottes. Un tas de crottes aussi gros que la case du forgeron. Et il dit à Samba, si le coq revient, dis-lui que c'est celui qui a déposé ça ici, qui veut la hache en premier. Après quelque temps, le coq revient avec de nombreuses poules. Et lorsqu'il vit le tas de crottes, il se jeta dessus, le dispersa et mangea tout. Et quand il n'en resta plus rien, le coq enleva une de ses plumes et le planta au milieu de là où était le tas de crottes. Et il dit à Samba, si Niel l'éléphant revient ici, dis-lui qu'il m'a suffi seulement d'un petit souffle pour disperser ton tas de crottes. Et ce qui est planté là n'est que l'une des nombreuses plumes de mes narines. Lorsque Niel l'éléphant revient et attendit ce qui s'est passé et comprit le message du coq, il eut peur et il s'enfuya pour se réfugier dans la forêt. C'est depuis ce jour que l'éléphant resta au fin fond de la forêt et ne sortit plus pour venir au village. Mon conte est fini. Celui qui respire en premier ira au paradis. Donc on peut les battre. Voilà. Il suffit juste d'être intelligent et créatif que... Voilà. Et surtout, avoir la foi. Bon, au travail. Merci, oncle. Nous t'aimons. Beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Donc, ça peut aller maintenant? Oui. D'accord. Donc, si maman revient, dites-la de m'appeler. C'est urgent. C'est bon? Ok. Donc, au revoir. Et faites-moi savoir si vous avez gagné. D'accord, oncle. Très souvent, on croit que le succès et la réussite dans la vie sont conditionnés par d'où l'on vient, sa position sociale, qui on connaît, la richesse de ses parents, etc. Du coup, le fait d'être issu d'une famille financièrement pas aisée, de ne pas avoir des relations haut placées, bref, de ne pas être la progéniture d'une personnalité bien placée, devient un élément sédatif qui empêche certaines de croire en leur capacité de réussir dans la vie. Cependant, il est évident que tout le monde peut réussir dans la vie et avoir du succès si on se met dans les conditions ou si on détient les clés pour ce faire. La première condition
c'est la foi, qui est l'une des clés, sinon la clé la plus précieuse dans toute réussite. Quand on parle de foi, il n'est pas nécessairement question de religion, mais plutôt de spiritualité dans le sens qui nous anime profondément. C'est un élément important que l'on doit entretenir et développer. La foi que l'on a en soi, la foi en l'autre, mais aussi une foi qui nous dépasse. C'est dire comme si l'univers ou Dieu nous avait donné une mission à accomplir qui dépasse notre propre personne. Cette foi nous aide à dépasser les échecs. Cela devient une vision à long terme qui nous aide à continuer à nous battre quoi qu'il arrive. On sait très bien que plus on a la foi, c'est-à-dire ce feu à l'intérieur qui brûle, moins le stress va pouvoir agir, moins les situations difficiles vont pouvoir abaisser notre énergie. Si par contre, on a un manque de foi, on aura le stress qui va augmenter plus rapidement, qui va s'installer et alterner nos décisions parce que la peur va grandir. Donc, on va commencer à douter, on ne va pas oser aller jusqu'au bout ou regarder nos résultats, se comparer aux autres et nous minimiser nous-mêmes et finalement manquer d'ambition. La foi est donc une clé incontournable de réussite et de succès. Bien sûr, il y a d'autres clés. Il y en a plein. Nous allons en examiner quelques-uns. D'abord, premièrement, il faut arrêter de penser au succès des autres, sauf pour s'en inspirer. Réussite et succès sont intimement liés et beaucoup semblent les confondre. Cependant, ils sont différents. Si le succès est quelque chose d'éphémère qui se calcule dans le temps, comme suspendu, la réussite est un état permanent qui vient caractériser un ensemble d'actions entreprises au cours d'une certaine période. Cependant, réussite et succès ont en commun une chose. On les constate généralement par le regard des autres. La première clé ici, c'est donc d'arrêter de jalouser les autres ou d'imaginer que leur succès ou leur réussite sera meilleur que la nôtre, car la jalousie est un réel frein sur le chemin de la réussite. Deuxièmement, il faut cultiver son propre esprit de réussite. Donc la seconde clé de réussite, clairement, est de définir ce qu'est la réussite pour soi. La réussite est avant tout une question d'état d'esprit. En étant positif et ambitieux, évidemment, on arrive à tout. Troisièmement, agir. Oui, la mise en action fait partie des clés de réussite. Sans agir, sans prendre des risques et tout donner, on ne peut réussir dans la vie. Il faut sortir de la passivité, arrêter la procrastination et se mettre en marche. Quatrièmement, il faut avoir de l'ambition. Oui, non seulement il faut agir, mais avec de l'ambition. La réussite ne s'inscrit pas dans le marbre sans un minimum de risque et l'ambition est le principal moteur de la réussite. Cinquièmement, il faut avoir une stratégie. Qu'elle soit financière ou sociale, rien ne se gagne sans avoir de vision de long terme, notamment en matière de développement
qu'ils soient personnels ou d'entreprise. L'une des clés de réussite, c'est bien une vision à court, moyen et long terme qu'il faut ajuster en fonction de la réalité et du progrès au quotidien. Sixièmement, il faut être bien entouré et épaulé. Il est assez rare d'avoir des réussites individuelles. À un certain moment, on a besoin de quelqu'un pour aider à franchir une barrière ou un obstacle, que ce soit en débloquant la situation ou en facilitant l'accès à l'échelon supérieur. Il faut donc faire preuve de gratitude et de reconnaissance à tout moment. Septièmement, il faut se fixer des objectifs à plusieurs échelles. La vision à court, moyen et long terme doit être associée d'objectifs adaptés qui vont guider l'action au quotidien. La réussite se compose de critères à la fois objectifs, tangibles et intangibles. Huitièmement, il faut être dans l'apprentissage permanent. Une réussite, même si elle dure, parce qu'on est arrivé à durablement imprimer sa marque, ne se célèbre pas chaque jour. Elle est une étape. L'une des clés de la réussite, c'est donc d'avoir le recul suffisamment pour ne pas considérer une réussite comme une réussite, c'est-à-dire une fin en soi. Il faut continuer à viser haut et loin. Pour finir, il faut savourer la réussite. La neuvième clé de la réussite, c'est donc de savoir savourer nos petites réussites avant de savourer la réussite finale, ultime, qui nous attend au bout du chemin. Si pour certains, elle est parfois synonyme de fin de carrière, pour d'autres, la réussite se trouve dans un combat quotidien. Bonne chance à nous tous.